d'un pêcheur et des poissons. Un pêcheur, assez peu versé dans son métier, prit sa flûte et des filets pour aller à la pêche. Étant arrivé au bord de la mer, il s'assit sur une pierre et se mit à jouer de la flûte, croyant, par la douceur de son chant, charmer les poissons et les prendre sans aucune peine. Mais cette tentative ne lui réussit pas. Il quitta donc la flûte, prit son filet et le jeta dans la mer. Du premier coup de filet, il prit une grande quantité de poissons. Il les traîna sur le rivage et ils se mirent tous à sauter. « En vérité, leur dit-il, vous êtes de sots animaux. Tandis que j'ai joué de la flûte, vous n'avez point voulu danser, et sitôt que j'ai cessé d'en jouer, vous vous êtes tous mis à sauter. » Du laboureur et de la cigogne. Un laboureur, fâché de voir que les grues et les oies sauvages mangeaient ses blés dans ses champs, tendit des filets pour les surprendre. Il prit aussi avec elle une cigogne, qui le pria très instamment de la remettre en liberté, lui représentant qu'elle n'était ni grue ni oie sauvage, et qu'elle ne lui avait jamais fait de dégâts, puisqu'elle ne mangeait ni herbe ni grain. Elle lui dit encore, pour l'attendrir, qu'elle servait ses parents avec une piété sans exemple, et qu'elle les secourait charitablement dans leur extrême vieillesse. Le laboureur, sans faire attention aux remontrances de la cigogne, se mit à sourire. « Je conviens de tout ce que tu dis, » répliqua-t-il, « mais puisque tu es prise avec les autres oiseaux, il faut que tu meures aussi avec eux. » Du berger et des laboureurs. Un jeune berger qui faisait paître ses troupeaux sur une colline donnait souvent, pour se divertir, de fausses alarmes aux bergers des environs et criait au loup, quoiqu'il n'en parût aucun. Les bergers et les laboureurs venaient promptement à son secours. Il arriva un jour qu'un loup lui enleva effectivement une de ses brebis. Alors il se mit à crier de toute sa force. Mais les autres, croyant qu'il se moquait d'eux à son ordinaire, ne se mirent point en peine de venir le secourir. Ainsi le loup emporta la brebis, sans que personne s'y opposât. De la fourmi et de la colombe. Une fourmi pressée de la soif descendit dans une fontaine, où elle pensa être étouffée, étant entraînée par le courant sans pouvoir s'en retirer. Une colombe qui la vit dans l'embarras où elle était, arracha une branche d'arbre qu'elle jeta dans la fontaine. La fourmi, à l'aide de cette branche, se garantit du malheur dont elle était menacée. Peu de temps après, un oiseleur tendit des filets pour surprendre la colombe, qui n'y prenait pas garde. La fourmi, qui connut la mauvaise intention de l'oiseleur, le mordit à la jambe. La douleur qu'il sentit l'obligea à se retourner et à lâcher son filet. La colombe, qui entendit du bruit, se sauva par ce bon office de la fourmi. De la mouche. Une mouche tomba dans une marmite remplie de viande et de potage, dont elle mangea à discrétion. Mais enfin, voyant que le bouillon l'étouffait, « Quel malheur pour moi !» s'écria-t-elle. « J'ai tant bu et tant mangé, j'ai fait si grande chère qu'il faut que je périsse pour être trop à mon aise. » Du dieu Mercure et d'un bûcheron. Un bûcheron
Coupant du bois dans une forêt sur le bord d'une rivière, il laissa tomber sa cognée. Dans le désespoir où il se vit après cette perte, ne sachant quel conseil prendre, il s'assit sur le rivage et se mit à pleurer amèrement. Mercure, qui l'aperçut, eut compassion de sa destinée, et, ayant appris le sujet de sa douleur, il lui montra une cognée d'or, et lui demanda si c'était la sienne. Le bûcheron lui répondit sincèrement qu'elle ne lui appartenait pas. Alors Mercure lui en montra une d'argent, et lui demanda si c'était celle qu'il avait perdue. Il lui répondit avec la même bonne foi que non. Enfin, Mercure lui en montra une emmanchée de bois, et le bûcheron lui dit que celle-là lui appartenait. Le dieu, touché de la bonne foi et de la probité de ce pauvre homme, lui donna les 3 cognées. Le bûcheron raconta à ses compagnons l'aventure qui venait de lui arriver. L'un d'eux résolut de tenter une pareille fortune, alla sur le bord de la rivière, laissa de propos délibérés tomber sa cognée dans le courant, après quoi il s'assit sur le rivage, jetant de hauts cris. Mercure se présenta devant lui, et ayant appris la cause de ses larmes, il se plongea dans la rivière, et après en avoir retiré une cognée d'or, il lui demanda si c'était celle qu'il avait perdue. Cet homme, rempli de joie, lui dit que c'était elle en effet. Mercure, irrité de l'impudence de ce fourbe, ne lui donna ni la cognée d'or, ni celle qu'il avait jetée tout exprès dans la rivière. D'un enfant et de sa mère. Un jeune enfant, ayant dérobé un livre à l'un de ses compagnons d'études, le donna à sa mère. Elle prit le livre, sans faire aucune réprimande à son fils. Au contraire, elle l'embrassa et lui fit des caresses. Quand il fut devenu plus grand, il s'accoutuma à dérober des choses d'une plus grande conséquence. Ayant été un jour pris sur le fait, on le livra entre les mains de la justice, et il fut condamné à la mort. Sa mère le suivait en pleurant, tandis qu'on le conduisait au supplice. Il demanda permission au bourreau de lui parler en particulier. Elle approcha son oreille de sa bouche, il la mordit et l'arracha à belles dents. Sa mère et tous les assistants se récrièrent et lui reprochèrent sa cruauté, lui disant qu'il ne se contentait pas d'être un voleur, mais qu'il avait encore commis une impiété à l'égard de sa mère. « C'est elle seule, répliqua-t-il, qui est la cause de mon malheur. Car si elle m'eût fait de sérieuses remontrances, lorsque je lui portai la première fois un livre que j'avais volé, j'aurais discontinué de le faire, et je ne serais pas tombé dans le malheur où je me vois aujourd'hui. » D'un homme qui avait 2 femmes. Un homme nourri dans les délices, et qui était encore dans la force de son âge, ni trop vieux, ni trop jeune, quoique ses cheveux commençassent déjà à grisonner, s'avisa d'épouser 2 femmes, dont l'une approchait de la vieillesse et l'autre était encore dans la fleur de la jeunesse. Ils demeuraient tous 3 dans la même maison. La plus âgée, voulant se faire aimer de son mari par la proportion de l'âge, lui arrachait poil à poil tout ce qu'il avait de cheveux noirs. La plus jeune, qui voulait aussi avoir part à la tendresse de son mari, lui arrachait de son côté tous les cheveux blancs. De sorte que ces 2 femmes, en continuant chaque jour cet exercice, le rendirent entièrement chauve, et il devint la fable de tout le monde. D'un laboureur et de ses enfants. Un laboureur, fâché de voir la dissension parmi ses enfants,
et le peu de cas qu'il faisait de ces remontrances, commanda qu'on lui apportât en leur présence un faisceau de baguettes, et leur dit de rompre ce faisceau tout à la fois. Ils firent l'un après l'autre de grands efforts pour en venir à bout, mais leur peine fut inutile. Il leur dit ensuite de délier le faisceau et de prendre les baguettes séparément pour les rompre, ce qu'ils exécutèrent sans aucune peine. Alors il leur tint ce discours. « Vous voyez, mes enfants, que vous n'avez pu briser ces baguettes, tandis qu'elles étaient liées ensemble. Ainsi, vous ne pourrez être vaincus par vos ennemis si vous demeurez toujours unis par une bonne intelligence. Mais si les inimitiés vous désunissent, si la division se met parmi vous, il ne sera pas difficile à vos ennemis de vous perdre. » De la nourrice et du loup. Un loup, tourmenté de la faim, courait de tous côtés pour chercher quelque proie. Étant arrivé auprès d'une cabane, il entendit un enfant qui pleurait, et sa nourrice qui lui disait tout en colère « Taisez-vous, et si vous ne vous apaisez, je vous donnerai à manger au loup tout à l'heure. » Le loup, croyant que la nourrice parlait sérieusement, attendit longtemps auprès de la porte. Mais sur le soir, il fut bien étonné lorsqu'il entendit la nourrice caresser son enfant et qu'il lui disait en le flattant « Mon fils, si le loup vient ici, nous le tuerons. » Le loup se retira tout triste et dit en se retournant « Les gens de cette contrée agissent tout autrement qu'ils ne parlent. » De la tortue et de l'aigle. La tortue, mal satisfaite de sa condition et ennuyée de ramper toujours à terre, souhaita devenir oiseau et pria très instamment l'aigle de lui apprendre à voler. L'aigle s'en défendit d'abord, lui représentant qu'elle demandait une chose contraire à son tempérament. Cependant, se laissant vaincre par les prières de la tortue, il la prit entre ses serres et l'enleva. Et l'ayant lâchée au milieu des airs, elle tomba sur une pointe de rocher, se brisa le corps et mourut de cette chute. Les deux écrevisses. Une écrevisse faisait des leçons à une de ses petites, pour lui apprendre à bien marcher. Elle lui reprochait qu'elle allait toujours de travers, et qu'elle ne faisait aucun pas sans se détourner à droite ou à gauche. La jeune écrevisse ne fut pas fort touchée des remontrances de sa mère. Pour toute réponse, elle lui dit « Ma mère, marchez devant moi, et je vous suivrai. » De l'âne couvert de la peau d'un lion. Un âne, ayant trouvé par hasard la peau d'un lion, s'en couvrit le dos sur-le-champ et se para de cette dépouille. Les autres bêtes qui le virent en cet équipage et qui le prirent d'abord pour un véritable lion en furent alarmés et se mirent à fuir de toute leur force. Le maître, à qui appartenait l'âne, le cherchait de tous côtés, et fut tout étonné quand il le vit déguisé de cette sorte. L'âne accourut vers son maître, et se mit à braire. Sa voix et ses longues oreilles qu'il n'avait point cachées le firent connaître malgré son déguisement. Son maître le prit, et le condamna à son travail ordinaire. De la grenouille et du renard. Une grenouille, ennuyée de son marécage, voulut aller dans les forêts parmi les autres bêtes et faire publiquement profession de médecine, se vantant d'effacer par les connaissances qu'elle avait en cet art la science d'Hippocrate et de Galien.
Les autres animaux la crurent d'abord sur ses paroles. Mais le renard, plus fin et plus rusé, se moqua d'elle et de son vain savoir. « Comment se peut-il faire, lui dit-il, qu'avec une bouche si pâle et si livide, tu connaisses tous les secrets de la médecine? Si cela est, pourquoi ne te guéris-tu pas la première ?» Ce trait de raillerie rendit la grenouille toute honteuse et détrompa les autres animaux. De deux chiens. Un chien était tellement accoutumé à mordre tous ceux qu'il rencontrait que son maître crut être obligé de lui attacher au col une sonnette, afin que tout le monde s'en donnât de garde. Le chien, tout fier de ce nouvel ornement, s'imagina que c'était une récompense de son courage et de sa vertu, et se mit à regarder tous les autres chiens avec mépris. Il y en avait un parmi eux que son âge et ses services rendaient respectable. « Mon ami, lui dit-il, tu ne prends pas garde que cette sonnette est plutôt une marque de la méchanceté de tes mœurs que la récompense de ta vertu. » Du chameau. Le chameau, croyant sa condition malheureuse de se voir exposé sans aucune défense à ses ennemis, pria très instamment Jupiter de lui donner des cornes, comme au taureau, pour lui servir en même temps d'ornement et de défense. Jupiter se moqua de la ridicule prière du chameau. Non seulement il ne lui donna pas les cornes qu'il demandait, mais même il lui accourcit les oreilles pour le rendre encore plus difforme. De deux amis et de l'ours. Deux voyageurs faisant chemin ensemble aperçurent un ours qui venait droit à eux. Le premier qui le vit monta brusquement sur un arbre et laissa son compagnon dans le péril, quoiqu'ils eussent été toujours liés jusqu'alors d'une amitié fort étroite. L'autre, qui se souvint que l'ours ne touchait point au cadavre, se jeta par terre tout de son long, ne remuant ni pied ni main, retenant son haleine et contrefaisant le mort le mieux qu'il lui fut possible. L'ours le tourna et le flaira de tous côtés, et approcha souvent sa hure de la bouche et des oreilles de l'homme qui était à terre. Mais le tenant pour mort, il le laissa et s'en alla. Les deux voyageurs, s'étant sauvés de la sorte d'un si grand péril et des griffes de l'ours, continuèrent leur chemin. Celui qui avait monté sur l'arbre demandait à son compagnon, en chemin faisant, ce que l'ours lui avait dit à l'oreille, lorsqu'il était couché par terre. « Il m'a dit, répliqua le marchand, plusieurs choses qu'il serait inutile de vous raconter. Mais ce que j'ai bien retenu, c'est qu'il m'a averti de ne compter jamais parmi mes amis que ceux dont j'aurais éprouvé la fidélité dans ma mauvaise fortune. » De deux pots flottant sur l'eau. Le courant de l'eau entraîna par hasard deux pots, dont l'un était de terre et l'autre de fer. Le pot de terre évitait avec de grandes précautions l'approche et la rencontre du pot de fer, qui lui dit par une espèce de reproche « Qu'appréhendez-vous? Je n'ai nulle envie de vous nuire, ni de vous faire aucun mal. » « Je le sais bien, » répliqua le pot de terre. « Ce n'est nullement votre mauvaise volonté que je redoute. Mais si l'impétuosité de l'eau m'approche de vous, je suis perdu. Voilà pourquoi il vaut mieux que je m'éloigne, pour me mettre en sûreté. » D'un taureau et d'un bouc. Un taureau, vivement poursuivi par un lion, voulut se réfugier dans la caverne d'un bouc, qui se présenta fièrement à la porte, et en refusa l'entrée au taureau. « Tu ne me recevrais pas avec cette insolence,
dit le taureau au bouc, si le lion, plus fort ou plus furieux que toi et moi, n'était à mes trousses. Sans cela, je te ferai connaître à tes dépens combien les cornes du taureau sont plus dangereuses que celles du bouc. Du singe et de ses enfants. Jupiter fit un jour assembler tous les animaux devant son tribunal, pour examiner lequel d'entre eux aurait de plus beaux enfants. Toutes les bêtes obéirent à cet ordre. Les oiseaux y vinrent, les poissons parurent hors de l'eau pour voir décider cette question. Le singe s'y rendit le dernier de tous. Toutes les bêtes, en voyant les fesses ridicules des petits singes, firent de grands éclats de rire. « Hé, hé, votre jugement, dit le singe, ne décidera pas en cette matière. C'est à Jupiter à déterminer, et c'est à lui qu'appartient de donner le prix de la beauté à qui le méritera le mieux. Je trouve dans mes petits temps d'agrément qu'il me semble digne d'être préféré à tous les autres. » Jupiter même, avec tout son sérieux et toute sa gravité, ne put s'empêcher de rire lorsqu'il entendit ce petit discours du singe qui paraissait charmé de la beauté et de la bonne grâce de ses petits. Du paon et de la grue. Le paon, étant dans un repas avec la grue, faisait la route et étalait ses plumes avec beaucoup de faste. Il méprisait la grue et se mettait infiniment au-dessus d'elle. « Que tu es laide !» lui disait-il d'une manière insolente, « et que la beauté de mon plumage est agréable !» Mais la grue, pour confondre la vanité du paon, se mit à voler, et lui dit en l'insultant que je suis légère et que tu es pesant. Du tigre et du renard. Un chasseur, armé de traits et de flèches, qu'il lançait de tous côtés avec beaucoup d'adresse, faisait à toute outrance la guerre aux animaux, qui fuyaient devant un ennemi si redoutable, et qui n'osait tenir la campagne. Le tigre, plus fier et plus hardi que les autres, se présenta et promit de faire tête lui seul à leur ennemi commun. Le chasseur lança avec raideur une flèche qui atteignit le tigre. Il se mit à jeter de hauts cris et à regarder de tous côtés pour reconnaître l'auteur de sa blessure. Le renard vint au-devant du tigre et lui demanda qui avait eu l'audace de blesser un animal si fier et si courageux. « Je ne sais, » répondit le tigre, « mais je sens bien à ma blessure qu'elle vient d'un homme qui a beaucoup de force et de vigueur. » Des taureaux et du lion. 4 taureaux résolurent de se liguer ensemble pour leur conservation réciproque et de ne se séparer jamais les uns des autres pour être toujours en état de se secourir mutuellement. Le lion, qui les voyait paître les uns auprès des autres, n'osa jamais les insulter, quoiqu'il se sentît extrêmement pressé de la faim. Mais pour les vaincre plus aisément, il crut qu'il devait les séparer par de spécieux prétextes, afin de les attaquer séparément. Cet artifice lui réussit, et il dévora les 4 taureaux, les uns après les autres. Du sapin et du buisson. Le sapin, regardant avec mépris le buisson, se vantait de sa hauteur et de ce qu'on le choisissait pour être employé à la construction des palais des princes, à faire les mâts des plus grands vaisseaux
et il reprochait au buisson de n'être bon à aucun usage. Le buisson répondit modestement au sapin que les grands avantages dont il se vantait avec tant d'orgueil l'exposaient à de grands malheurs, car le bûcheron le met en pièces sans miséricorde et le jette par terre à coups de cognier, au lieu que le buisson vit en sûreté dans une condition plus obscure. D'un pêcheur et d'un petit poisson. Un pêcheur ayant pris un petit poisson, dont le goût est très agréable, résolut de le manger. Ce petit animal, pour se tirer des mains du pêcheur, lui représentait qu'il devait lui donner le temps de croître et le priait très instamment de le relâcher, lui promettant de revenir de son bon gré mordre à l'hameçon au bout de quelque temps. « Il faudrait que j'eusse perdu l'esprit, » lui répliqua le pêcheur, « si je me fiais à tes promesses, et si, sous l'espérance d'un bien futur et incertain, je me privais d'un bien présent et assuré. » De l'avare et de l'envieux. Jupiter, voulant connaître à fond les sentiments des hommes, envoya Apollon sur la terre pour sonder leurs inclinations. Il rencontra d'abord un avare et un envieux. Il leur dit de la part de Jupiter qu'il avait ordre de leur accorder tout ce qu'ils lui demanderaient, à condition que le second aurait le double de ce que le premier aurait demandé. Cette circonstance fut cause que l'avare ne put jamais se résoudre à rien demander, dans l'appréhension qu'il eut que l'autre ne fût mieux partagé que lui. Mais l'envieux demanda qu'on lui arrachât un œil, afin qu'on arrachât les 2 yeux de l'avare, selon les conventions d'Apollon. De l'enfant et de l'avare. Un enfant pleurait auprès d'un puits, et donnait des marques d'une grande douleur. Un avare qui passait par là s'approcha de lui et lui demanda le sujet de ses larmes, et pourquoi il s'affligeait de la sorte. « Que je suis malheureux !» répondit cet enfant, en pleurant toujours de plus en plus. « Moi, j'avais une cruche d'or qui vient maintenant de tomber dans le puits, parce que la corde s'est rompue. » L'avare, aveuglé par sa convoitise, ne s'avisa point de demander à l'enfant d'où il avait apporté cette cruche d'or, ni comment elle lui était tombée entre les mains. Sans balancer davantage, il quitta ses habits et descend dans le puits, où il ne trouva point la cruche d'or dont l'enfant lui avait parlé. Mais il fut bien plus surpris lorsque, étant sorti du puits, il ne trouva point ses habits que l'enfant avait emportés et qu'il avait cachés dans la forêt voisine, où il s'était sauvé. D'un lion et d'une chèvre. Un lion, ayant aperçu une chèvre qui broutait sur le haut d'un rocher, « Que ne descends-tu dans la plaine, lui dit-il, où tu trouveras en abondance le thym et les saules verts que tu mangeras à ta discrétion. Quitte ces lieux secs et stériles, et viens en pleine campagne. »« Je te suis fort obligé, lui répondit la chèvre, du bon avis que tu me donnes, mais ton intention me paraît suspecte, et je ne crois pas que tu me parles sincèrement. » De la corneille et de la cruche. La corneille, ayant soif, trouva par hasard une cruche où il y avait un peu d'eau. Mais comme la cruche était trop profonde, elle n'y pouvait atteindre pour se désaltérer. Elle essaya d'abord de rompre la cruche avec son bec, mais n'en pouvant venir à bout, elle s'avisa d'y jeter plusieurs petits cailloux qui firent monter l'eau jusqu'au bord de la cruche. Alors, elle but tout à son aise. Du laboureur et du taureau.
Un laboureur avait dans son étable un taureau indocile qui ne pouvait souffrir le joug, ni être lié. Mais pour l'empêcher de frapper de ses cornes, comme il avait accoutumé de faire, il s'avisa de les scier fort près du crâne et l'attacha à une charrue dont il tenait le manche. Le taureau, ne pouvant plus frapper de ses cornes, pour se venger en quelque façon de son maître qui l'avait mis sous le joug, lui remplissait la bouche et les yeux de poussière, qu'il faisait voler avec sa tête et ses pieds. Du satyre et du paysan. Un paysan ayant rencontré dans une forêt un satyre demi-mort de froid, le conduisit dans sa maison. Le satyre, voyant que ce paysan soufflait dans ses mains, lui en demanda la raison. « C'est pour les réchauffer, » lui répondit-il. Peu de temps après, s'étant mis à table, le satyre vit que le paysan soufflait sur son potage. Il lui demanda, tout étonné, pourquoi il le faisait. « C'est pour le refroidir, » répliqua le paysan. Alors le satyre, se levant de table, sortit promptement de la maison. « Je ne veux point de commerce, » dit-il au paysan, « avec un homme qui souffle de la même bouche le chaud et le froid. » Du taureau et du rat. Un rat alla mordre un taureau couché sur sa litière et lui déchirer la cuisse à belles dents. Le taureau se leva tout en furie et commença à branler la tête, à menacer de ses cornes et à jeter des mugissements épouvantables, cherchant partout l'ennemi qui avait osé l'attaquer. Mais le rat, allongeant la tête hors du trou où il s'était réfugié et où il se trouvait en assurance, se moquait de la furie du taureau. « De quoi te servent, lui dit-il, tes cornes menaçantes contre un petit animal qui a eu la hardiesse de t'attaquer et de te blesser sans redouter ta colère. » D'une noix et de son maître. Un homme avait dans sa maison une oie qui lui pondait chaque jour un œuf de pur or. Cet homme, se persuadant follement qu'il y avait dans le ventre de l'oie une mine de ce précieux métal, la tua pour s'enrichir tout d'un coup. Mais ayant ouvert le ventre de son oie, et n'y trouvant que ce que l'on trouve dans les oies ordinaires, il commença à se désespérer et à jeter de hauts cris, de sorte qu'il perdit des richesses médiocres, voulant en amasser d'immenses et d'excessives. Du singe et de ses deux petits. Un singe avait deux petits jumeaux. Il en aimait un passionnément et ne pouvait souffrir l'autre. Le favori était fort agile, dansait et sautait avec une grande légèreté, et faisait habilement toutes sortes de singeries. Mais un jour, par malheur, il se démit une jambe en sautant, et commença à jeter de hauts cris. Le père, qui l'entendit, accourut incontinent, le prit entre ses bras et le serra d'une si étrange force qu'il l'étouffa à force de l'embrasser. Du renard et du léopard. Le renard et le léopard disputaient un jour ensemble de leur talent et de leur beauté. Le léopard vantait sa peau mouchetée et peinte de diverses couleurs. « J'avoue, lui dit le renard, que ta peau est plus belle que la mienne. Mais en récompense, j'ai dans l'esprit la même beauté et les mêmes agréments que tu as sur la peau. » De Vénus et d'une chatte. Un jeune homme avait un amour si violent pour une chatte
qu'il pria très instamment la déesse Vénus de la métamorphoser en femme. Vénus, touchée de compassion pour ce jeune homme, transforma la chatte en une belle fille d'une rare beauté. Ce jeune homme, ne consultant que sa passion, conduisit sur le champ cette fille dans sa maison pour se contenter. Ils ne furent pas plus tôt dans le lit que Vénus, pour éprouver cette fille, et pour savoir si en changeant de figure elle avait aussi changé de tempérament, lâcha un rat dans sa chambre. Alors, cette nouvelle épouse, oubliant son amant et le lit nuptial, sauta hors du lit et se mit à poursuivre le rat pour le manger. La déesse, irritée de sa légèreté, lui rendit sa première forme et la fit redevenir chatte. D'un malade et d'un médecin. Un malade, interrogé par son médecin sur l'état de sa santé et de quelle manière il avait passé la nuit, lui répondit qu'il avait extrêmement sué. « C'est un bon signe, » lui répliqua le médecin. Il fit le lendemain les mêmes questions que le jour précédent au malade, qui lui dit que le froid l'avait tellement saisi qu'il en avait pensé mourir. « Ce pronostic est encore fort bon, » lui repartit le médecin. Enfin, le troisième jour, le médecin ayant demandé au malade comment il se portait, et le malade lui ayant répondu qu'il devenait hydropique, « Tant mieux, » répliqua ce charlatan, « cette crise est une marque de santé, et vous serez bientôt tiré d'affaire. » Après que le médecin se fut retiré, l'un des amis du malade lui demanda en quel état il se trouvait. « Hélas, mon ami, » lui répliqua-t-il, « on dirait que je me porte bien, et cependant, je sens bien que je vais mourir. » Des coqs et de la perdrix. Un homme qui se plaisait à nourrir une grande quantité de poulets acheta une perdrix qu'il mit dans sa basse-cour parmi ses autres volailles. Dès que les coqs la virent, ils lui donnèrent la chasse pour l'empêcher de manger, et ils la becquetèrent avec tant de violence qu'elle fut obligée de s'enfuir. La perdrix, fort affligée de se voir chassée de la sorte, parce qu'elle était étrangère et nouvelle venue, se consola un moment après en voyant les coqs acharnés les uns contre les autres se déchirer des griffes et du bec. « S'ils se font une guerre si cruelle, » dit la perdrix, « quoiqu'ils aient été nourris ensemble, et s'ils se traitent avec tant d'inhumanité, je ne dois pas m'étonner qu'ils m'aient rebuté, moi qui ne suis qu'une étrangère. » Du charbonnier et du foulon. Un charbonnier avait loué une trop grande maison, et ne la pouvant occuper tout entière, il pria un foulon de s'y venir loger avec lui et d'y prendre un appartement. Le foulon n'y voulut jamais consentir, et dit au charbonnier, pour excuse, que la fumée de son charbon noircissait tout ce qu'il aurait blanchi par sa teinture. De la chauve-souris, du buisson et de l'hirondelle. La chauve-souris, le buisson et l'hirondelle s'associèrent autrefois pour faire commerce ensemble. La chauve-souris emprunta de l'argent pour mettre dans la société. Le buisson y mit des habits. L'hirondelle apporta de l'or pour sa part. Après tous ces préparatifs, quand leurs conventions furent faites, ils montèrent sur un vaisseau ensemble. Mais il s'éleva tout à coup une si furieuse tempête que leur vaisseau fut brisé, de sorte qu'ils eurent bien de la peine à sauver leur vie, après avoir perdu leur argent et leurs marchandises.
Depuis ce temps-là, l'hirondelle voltige auprès des rivages pour voir si la mer n'y rejettera pas son or. La chauve-souris ne se montre que de nuit, dans l'appréhension d'être prise par ses créanciers. Le buisson s'accroche à tous les habits des passants pour tâcher de reconnaître les siens. De deux hommes et d'un âne. Deux voyageurs passant dans des lieux déserts trouvèrent par hasard un âne dans leur chemin. Ils commencèrent à disputer entre eux à qui l'aurait, s'imaginant que la fortune leur avait fait ce présent. La querelle s'échauffa, de telle sorte qu'ils en vinrent aux mains, aucun des deux ne voulant céder à son compagnon. Mais tandis qu'ils disputaient et qu'ils se débattaient de la sorte, l'âne se sauva, et ils furent tous deux frustrés de leurs espérances. Du lièvre et de la tortue. Le lièvre, considérant la tortue qui marchait d'un pas tardif et qui ne se traînait qu'avec peine, se mit à se moquer d'elle et de sa lenteur. La tortue n'entendit point raillerie et lui dit d'un ton aigre qu'elle le défiait et qu'elle le vaincrait à la course, quoiqu'il se vantât fièrement de sa légèreté. Le lièvre accepta le défi. Ils convinrent ensemble du lieu où ils devaient courir et du terme de leur course. Le renard fut choisi par les deux parties pour juger ce différend. La tortue se mit en chemin et le lièvre à dormir, croyant avoir toujours du temps de reste pour atteindre la tortue et pour arriver au but avant elle. Mais enfin elle se rendit au but avant que le lièvre fût éveillé. Sa nonchalance l'exposa aux railleries des autres animaux. Le renard, en juge équitable, donna le prix de la course à la tortue. De l'ours et des mouches à miel. Un ours pressé de la faim sortit du bois pour chercher de quoi manger. Ayant trouvé en son chemin des ruches à miel, il se mit à les lécher. Une abeille sortit de la ruche et fit une piqûre très douloureuse à l'oreille de l'ours, qui de rage renversa toutes les ruches à miel. Alors les abeilles irritées de cet outrage sortent en foule de leurs ruches, s'acharnent sur l'ours et le piquent jusqu'au sang pour se venger de leur ennemi et du dégât qu'il avait fait à leur ruche. De sorte que l'ours, honteux et enragé, fut contraint de songer à la retraite, condamnant en lui-même sa brutalité et son emportement qui lui avaient attiré tant d'ennemis. Du chat et des rats. Un chat, la terreur des rats, en avait presque détruit l'engeance. Il eût bien voulu croquer le peu qui en restait, mais le malheur des premiers avait rendu les derniers plus sages. Ceux-ci se tenaient si bien sur leur garde qu'il n'était pas aisé de les avoir. « Je les aurai pourtant, » dit le chat, « et bon gré mal gré qu'ils en aient. » Cela dit, il s'enfarine et se blottit au fond d'une huche. Un rat qu'il aperçut le prit pour quelques pièces de chair et s'en approcha. Le chat se retourne aussitôt sur ses deux pattes et lui fait sentir sa griffe. Un second vint après, puis un troisième qui fut suivi de plusieurs autres, et de ceux-ci, pas un ne s'en retourna. Cependant un dernier, vieux et ratatiné, mit la tête hors de son trou et d'abord regarda de tous côtés. Puis de là, sans vouloir s'avancer plus loin, se mit à contempler le bloc enfariné. Enfin, secouant la tête, « À d'autres, mon ami !» s'écria-t-il. « Il ne te sert de rien à mon égard de t'être ainsi blanchi. Quand tu serais farine, sac, huche, ou tout ce qui te plaira, je n'en approcherai pas en 1000 ans une fois. » Des dragons.
2 dragons voulurent passer au travers d'une haie vive, fort touffue, qui leur barrait le chemin. L'un avait une tête et plusieurs queues, l'autre une queue et plusieurs têtes. Ce dernier, quelque effort qu'il fit, n'en put jamais venir à bout. Comme toutes ces têtes se nuisaient les unes aux autres, elles ne purent se faire dans la haie une ouverture assez large pour y faire passer le corps de la bête. L'autre eut moins de peine à se faire un passage. La tête s'ouvrit seule le chemin fort aisément, tira ensuite les queues, et fit si bien que tête, corps et queue, tout passa.